Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la vérité divine pour une nouvelle vidéo sur le sujet de l'avortement. Alors ce que je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est une petite partie de la vérité sur l'avortement. Donc ce qui se produit en cas d'avortement, non seulement au niveau des personnes responsables du choix d'avorter, mais aussi sous un nouvel angle qui est celui de l'embryon qui est avorté, notamment ce qui se passe lorsqu'il est avorté et passe dans le monde spirituel. Je vais vous parler aussi de ce que les parents peuvent faire au niveau de se repentir après avoir avorté, et donc des meilleurs conseils et choix possibles au niveau des parents qui soit envisagent d'avorter, soit ont déjà avorté. Voilà. Alors c'est un sujet naturellement très controversé et très émotionnel. Et pour diverses raisons, donc il fait l'objet de débats virulents et parfois vraiment violents, comme j'ai pu m'en rendre compte sur certains forums. Et donc il y a toutes sortes de raisons historiques, mais aussi liées à la difficulté de ressentir nos émotions douloureuses à notre époque. Et dans l'histoire, il y a eu de nombreuses condamnations, à tel point que une femme qui avortait risquait sa vie. Elle pouvait être tuée par lapidation dans l'Antiquité ou chez les Juifs. Et plus près de chez nous, en 1942, il y a eu un grand procès de Marie-Louise Giraud qui a été condamnée à la peine de mort et exécution à la guillotine en 1943, pour, je cite, crime contre la sécurité de l'État. Donc il y a beaucoup de jugements et de condamnations morales de la société vis-à-vis de la décision d'avortement, et c'est une grande responsabilité notamment de l'Église, et on ne peut pas s'étonner des réactions des personnes qui se trouvent dans ces situations de détresse. Mon intention personnelle n'est pas de juger quiconque, c'est uniquement de partager des vérités, des informations qui, je l'espère, pourront vous aider à prendre la meilleure décision possible pour vous-même et pour l'enfant et toutes les personnes concernées. Alors les informations que je vais vous partager sont issues d'une interview de A.G. Miller, qui affirme être le Jésus de la Bible, et qui a été interviewé par une femme qui a connu 2 avortements, qui s'appelle Barbara McNair, le 18 avril 2012. Et donc il répond à toutes ces questions, et cette femme a vraiment un désir sincère de connaître toute la vérité sur l'avortement et d'engager un processus de repentance. Et A.G. Miller va répondre à tout cela, d'autant plus qu'il, en tant que Jésus au 1er siècle, il affirme non seulement avoir vécu au 1er siècle, mais qu'il a vécu 2000 ans de sa vie dans le monde spirituel, et donc qu'il peut partager tout ce qui se passe pour un embryon qui est avorté quand il arrive dans le monde spirituel. Et donc les vraies causes de l'avortement, le processus de repentance et beaucoup d'informations qui pourront, je l'espère, vous être très utiles et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un petit message en aparté à tous mes frères et sœurs qui ne croient pas en Dieu ou qui sont allergiques aux mots de Dieu. Je le citerai quelquefois en tant que créateur de notre âme, mais mon invitation est d'abord, je veux vous dire que je comprends très bien qu'à notre époque on peut être complètement athée, et je l'ai été la plus grande partie de ma vie, donc loin de moi toute intention de vous juger, mais mon invitation
est vraiment de mettre de côté un instant, je dirais, ce qui vous dérange par rapport au mot de Dieu, et simplement d'écouter les informations pour le bien de tous, et pour vous et pour nos enfants. Parce que je vous partage en fait des informations de nature scientifique qui n'ont rien à voir avec la religion ici, et des informations qui sont vérifiables par vous-même si vous engagez des propres recherches et expériences. Je suis d'ailleurs certain que dans le futur, lorsque la science aura décidé d'y mettre les moyens, elle découvrira aussi la vérité sur les émotions et le fonctionnement de l'âme, ainsi que l'influence du monde spirituel sur la vie des gens sur Terre. Alors, bien sûr que vous soyez athée ou religieux, j'ai aucune attente non plus que vous croyiez qu'A.G. Miller est la réincarnation de Jésus, et cela importe très peu pour vous-même et par rapport à la vérité partagée dans cette vidéo. Donc je vous invite à mettre de côté vos opinions personnelles, le temps d'écouter et de pouvoir recevoir ces informations, et en tout cas les évaluer pour le bien de nos enfants innocents et de toutes les personnes en détresse autour de vous et dans le monde. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de me croire. Je vous encourage à vérifier par vous-même. Et dès que vous n'êtes pas sûr d'une information, ma recommandation est d'analyser si elle est logique. Et ça, c'est déjà, si elle est logique, c'est directement un signe que c'est pas la vérité. Et ensuite, d'écouter votre conscience. Et donc, ça demande d'être vraiment au calme et de poser la question à votre conscience en ne faisant rien d'autre, en n'étant pas agité et pris par notre vie, en prenant le temps, et aussi d'engager l'étude et l'expérimentation sur les sujets partagés. Avant de commencer cette vidéo, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est vous recommander, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui l'ont vu depuis longtemps et ont oublié, de visionner les vidéos Les secrets de l'univers qui se trouvent sur cette chaîne et qui sont sous-titrés en français. Et le lien est ici sous cette vidéo si vous désirez les revoir, et notamment les parties qui concernent l'incarnation de l'âme, et donc comment l'âme s'incarne à la conception d'un nouvel enfant, et les corps physiques et spirituels sont créés, commencent à se développer à ce moment-là. À qui est destinée cette vidéo? Eh bien, cette vidéo est destinée à toute personne qui, de près ou de loin, est concernée par le sujet de l'avortement. Donc toute femme qui est susceptible, ou couple qui s'interroge sur la bonne décision à prendre, avorter ou garder ou à donner à l'adoption. Toute personne qui envisage actuellement sérieusement d'avorter. Toute personne qui exerce une influence, que ce soit la famille, les proches ou les personnes du monde médical, ou qui travaillent dans les services sociaux, par rapport à des personnes qui sont dans des situations de détresse et qui envisagent l'avortement. Toute personne qui a déjà avorté ou subi une fausse couche. Toute personne qui pourrait être amenée à être dans cette situation, donc qui sera ou qui est en âge de procréer, ou qui sera bientôt en âge de procréer. Toute personne qui est sensible à la condition humaine, à la souffrance et détresse des personnes et des enfants dans ces situations généralement très stressantes. Toute personne du corps médical, comme je le disais, toute personne qui travaille dans une institution qui vise à conseiller ou aider les personnes en détresse et les aider après en IVG, une IVG ou une adoption. Et enfin, d'une manière générale,
toute personne qui souhaite connaître la vérité sur le sujet de l'avortement. Alors, de quoi je vais vous parler? Nous allons commencer par voir la définition de l'avortement et les statistiques de l'avortement dans le monde et en France. Ensuite, nous répondrons à la question très importante: existe-t-il un moment où un fœtus ou embryon est non viable ou sans capacité de soutenir la vie? Nous verrons brièvement le cadre historique de l'avortement, avortement vu par les religions, l'avortement dans le serment d'Hippocrate et toute l'influence que ça a sur donc les jugements de la société, les avortements clandestins et non sécurisés dans le monde et leurs conséquences. Ensuite, nous nous passerons en revue le cadre légal de l'avortement dans le monde, quelle est la situation au niveau de l'avortement aujourd'hui dans le monde, et nous verrons les exemples de la France et de la Belgique. Je décrirai la procédure pratique aujourd'hui en France si une femme ou un couple décide d'avorter leur enfant par IVG. Ensuite, nous aborderons les raisons, le cadre plus émotionnel et les raisons qui se trouvent et ce qui se passe quand un avortement est réalisé. Donc nous verrons d'abord les raisons émotionnelles du choix d'avorter, les raisons émotionnelles des personnes qui décident d'avorter. Nous verrons aussi quelles sont les émotions de l'enfant qui est avorté. Donc c'est un nouveau regard que ce qui est généralement partagé dans la société. Nous verrons aussi les émotions des parents par rapport aux fausses couches. Et donc nous verrons la définition d'une fausse couche, l'effet du choix d'avorter sur la condition de l'âme de la personne, le cas de l'avortement en cas de viol, la responsabilité du choix de l'avortement. Nous commenterons, nous aurons un commentaire sur ce que certaines femmes appellent leur droit à disposer de leur corps et à choisir. Et ensuite, nous passerons sur l'aspect pour les personnes qui ont déjà avorté, comment se repentir quand on a eu un avortement. Nous verrons aussi les différents problèmes par rapport au choix d'avorter ou pas, notamment la présence d'un groupe d'esprit influençant les femmes à avorter et à ignorer leur conscience. Donc un grand groupe d'esprit autour de la Terre. Le déni, un autre grand problème qui est le déni fréquent des hommes de leur responsabilité dans le choix d'avorter de leurs femmes. Enfin, nous aborderons un certain nombre de conseils pour les femmes qui hésitent à avorter. Et nous terminerons par passer en revue quelques fausses croyances très classiques et communes que nous retrouvons et qui sont des entraves à prendre une bonne décision par rapport au choix d'avorter ou pas. Des fausses croyances sur la conception, sur l'avortement et aussi sur l'adoption. Voilà, alors j'espère que le programme qui est un programme assez bien chargé vous intéresse et nous allons directement commencer par passer en revue la définition de l'avortement. L'avortement selon le dictionnaire Wikipédia, qui est une interruption d'une gestation ou l'interruption d'une gestation ou interruption prématurée de la grossesse. Alors le dictionnaire Webster ajoute avant viabilité du fœtus ou sa capacité à soutenir la vie. Alors on distingue
soit l'interruption médicale de grossesse qui s'appelle le IMG, soit l'interruption volontaire de grossesse qui est l'IVG, soit l'avortement spontané qu'on appelle généralement aussi fausse couche et qui est la mort du fœtus avant 22 semaines ou 500 grammes. Alors ici nous traiterons des 3 types d'avortements dans ce sujet, et principalement de l'interruption volontaire de grossesse, mais nous verrons aussi la cause des fausses couches. Voilà. Alors évidemment, quand on parle d'interruption donc de gestation avant viabilité du fœtus, hein, telle que la définition officielle, ou sa capacité à soutenir la vie, la question se pose: existe-t-il un moment où le fœtus est non viable ou sans capacité à soutenir la vie? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et bien sûr, la plupart du temps, les gens qui décident de l'avortement n'ont pas envie de devenir des meurtriers, et donc ont une ouverture à croire que ce moment existe. Alors, nous allons répondre à cette question, mais avant cela, voyons un moment quelle est l'ampleur du phénomène d'avortement. Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les statistiques mondiales d'avortement? Alors en moyenne, il y a 56 millions d'avortements par an dans le monde entre 2010 et 2014. Et ce sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé de février 2018. Et parmi ces 56 millions, il y a environ 45% qui sont clandestins, qui sont non sécurisés. Alors, ce que ce chiffre omet de dire, il est complètement sous-estimé, dans le sens où en plus de ces 56 millions d'avortements par an, il y a environ 150 millions, plus de 150 millions d'avortements spontanés ou fausses couches chaque année dans le monde. Ce qui fait, et ça c'est le chiffre que j'aimerais bien que vous reteniez, ce qui fait qu'il y a en réalité plus de 200 millions d'enfants qui sont avortés chaque année dans le monde. 200 millions d'enfants. Et ça, c'est un chiffre que K.G. Miller cite dans la vidéo, mais qui est en même temps confirmé par mes recherches et celles de Madame McNair qui l'interviewe, qu'il y aura en fait entre 15 et 25%, et puis ça dépend de l'âge, évidemment ça augmente avec l'âge, des grossesses qui se terminent par une fausse couche spontanée, c'est-à-dire avant la 22e semaine d'aménorrhée, donc de fin des règles. Et donc, et bien plus encore si on tient compte des fausses couches ultra précoces, qui ne sont pas toujours relevées. Donc en fait, en additionnant les 56 millions par an et toutes les fausses couches, on arrive effectivement à un chiffre de plusieurs centaines de millions d'enfants qui sont avortés chaque année sur Terre. Plusieurs centaines de millions d'enfants en une année. Juste, c'est cette information qui m'a complètement choqué et qui m'a donné envie de faire des recherches. Et pour donner une équivalence, une idée de ce que ça représente, eh bien, il y a eu pendant les 5 années de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu peut-être quelques dizaines de millions de morts en 5 ans. Je crois qu'il y a eu, je pense, 65 millions de morts, quelque chose, en 5 ans.
c'est-à-dire en moyenne environ 10-15 millions de morts par an pendant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est 200 millions de morts chaque année. Chaque année. Et on n'en parle généralement pas. C'est un sujet tabou. Alors en France, que ça représente? Eh bien, il y a 212 000 avortements en France en 2016, selon un rapport de la Direction des études du ministère de la Santé, le DREES. En France, l'indice qu'on appelle l'indice conjoncturel d'IVG, donc le nombre moyen d'interruption volontaire de grossesse que peut connaître une femme dans sa vie, est de 0,52 en 2016. 0,52. Ça ne signifie cependant pas complètement qu'une femme sur deux aura un avortement au cours de sa vie, car un certain nombre de femmes seront concernées plusieurs fois au cours de leur vie par un avortement. Cependant, par exemple, 33% des femmes ayant recouru à l'IVG en 2011 l'avaient déjà fait au moins une fois auparavant. Cependant, l'indice est quand même élevé et donc la plupart d'entre vous, d'entre nous, est concernée par le sujet de l'avortement, surtout dans nos pays industrialisés, mais partout dans le monde. Donc, chacun de nous a beaucoup de chances d'être concerné directement ou indirectement par nos proches ou des personnes que nous connaissons. Alors, une autre information très importante qui est pas forcément partagée, c'est que les statistiques montrent et les études montrent que prendre des contraceptifs n'est pas, et la pratique le montre, que prendre des contraceptifs n'est pas une garantie qu'il ne va pas y avoir la conception d'un enfant. Selon un rapport du DREES, une grande partie des IVG ont lieu alors que la femme était sous contraceptif, n'étant pas plus clair, mais donc cela montre clairement une mauvaise adéquation entre les besoins et l'offre contraceptive. Et je reviendrai plus tard sur avec des fausses croyances par rapport à la contraception. Existe-t-il un moment où un embryon ou fœtus est non viable, ou sa capacité ou sans capacité de soutenir la vie? Alors pour bien répondre à cette question, nous devons répondre en fait à la question de que se passe-t-il à la conception exactement. Et donc, si vous n'avez pas encore regardé Les Secrets de l'Univers et les parties qui concernent la conception, c'est le moment de regarder. Ça vous donnera plus de détails sur le processus de création de l'âme humaine et l'incarnation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la conception, ou juste après, l'âme humaine qui est créée par Dieu, qui n'a pas encore conscience d'elle-même, qui n'est pas encore individualisée, qui ne se connaît pas encore, mais qui est sensible et qui ressent toutes les émotions, qui est vivante. Elle vient se connecter aux premières cellules qui vont devenir l'embryon et le fœtus de l'enfant. À partir de cet instant, l'âme humaine qui a été insufflée par la vie comme un cadeau de Dieu, qui est son vrai parent, et ceci est une vérité et pas un concept religieux, et je ne vous demande pas de me croire, mais donc l'âme humaine a cette énergie vitale et elle insuffle cette énergie vitale, elle se connecte aux cellules du corps physique et d'un deuxième corps qui est appelé le corps spirituel, et elle insuffle la vie réellement dans ces éléments-là. Donc c'est réellement l'âme humaine
vivante et sensible qui est connectée à ce petit corps qui est en train de se former au moment de la conception. Dans cet état où elle vient juste de s'incarner, la petite âme humaine est extrêmement, on va dire, hyper sensible émotionnellement. Donc elle ressent de manière extrêmement forte, et c'est le moment où elle est le plus sensible dans la vie d'une personne, telle que la vie se produit actuellement sur Terre. Donc elle va ressentir toutes les émotions de la maman d'une manière extrêmement forte, ainsi que les émotions de toutes les personnes, le papa s'il est proche, et toutes les autres personnes qui sont proches physiquement de la maman, dans la vie de la maman. Donc la réponse à la question sur s'il y a un moment où l'embryon, les cellules ne sont pas encore vivantes est non. Non. Et ce moment n'existe pas. L'âme bien vivante insuffle cette énergie dès le moment de la conception. Évidemment, le fait même que nous nous posons la question de est-ce que il existe ce moment où l'enfant n'est pas encore un individu vivant? Ce fait-là est lié à une fausse croyance qui est répandue dans la société et qui est largement répandue, que l'enfant est uniquement l'entité physique, son corps physique. La vérité est que l'âme est le vrai enfant, la vraie personne est l'âme. Et donc elle est connectée à l'organisme avant même qu'il soit embryon et fœtus. Et elle est pleinement consciente émotionnellement dès le premier jour. Donc nous les hommes, nous sommes capables de tuer un corps physique, mais nous ne sommes pas capables de tuer une âme. Mais dans le processus d'avortement, et nous allons voir plus tard les émotions de l'enfant quand il est avorté, mais dans le processus d'avortement, l'enfant ressent toute la douleur physique comme une torture dans les avortements, dans la partie mécanique des avortements ou la partie chimique, et nous verrons plus tard les deux types d'avortements. Il ressent toutes ces douleurs et aussi la douleur émotionnelle, qui est la partie la plus forte, liée aux émotions des parents dans leur choix de le rejeter, quoi. Et donc, comme nous verrons plus tard, l'enfant aura besoin d'énormément de temps pour guérir son trauma de rejet absolu et pouvoir un jour se sentir à nouveau aimé. Mais pour comprendre le cadre légal de l'avortement aujourd'hui dans le monde et dans nos pays, c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière et de regarder le cadre historique de comment historiquement la société a considéré l'avortement dans l'histoire de l'humanité. Selon Wikipédia, dans un article qui s'appelle « Le droit à l'avortement », l'avortement a été historiquement en général interdit, voire banni et sévèrement jugé et condamné, surtout pour des raisons historiques liées à des questions d'ordre moral, c'est-à-dire il a été condamné par toutes les grandes religions, et nous allons y revenir, et il a été interdit par le serment d'Hippocrate. Et ensuite, pour aussi éviter des risques pour la santé et la vie de la mère qui est enceinte. Ce qu'on a observé au cours de l'histoire et encore aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est que lorsque les avortements sont interdits, ils se passent dans la clandestinité généralement, ils se passent quand même. Et de nombreuses femmes en meurent ou ont des séquelles graves. Et donc la solution a été, puisque les femmes avortent de toute manière, de le légaliser donc dans un cadre
médicalisé et plus sûr pour la santé de la femme. Et ça, ça permet de comprendre beaucoup mieux pourquoi aujourd'hui il y a toutes sortes de législations qui autorisent l'avortement qui sont apparues. Mais voyons un instant ce que disent les religions par rapport à l'avortement, parce que qu'on soit religieux ou pas, ça a un impact énorme sur la pression de la société et les jugements qu'il peut y avoir par rapport à l'avortement. Donc selon un point de vue global des religions, le corps de la femme est fécond et sa fécondité ne doit pas être entravée. Et donc, malgré le fait que l'avortement est un sujet de moins en moins tabou, il reste cependant, pour toutes les religions, un pur et simple assassinat. Oui, et le mot est fort. Comme d'ailleurs le jugement et la condamnation des religions sur les personnes qui avortent. Dans le christianisme, dès le premier instant de la conception, l'être humain est une personne en elle-même et sa vie est sacrée. L'embryon possède alors les mêmes droits que tout homme, dont le droit essentiel à la vie, donc c'est tu ne tueras point, etc. Dans la religion islamique, l'embryon est considéré comme un être vivant. C'est à partir de la fécondation qu'il y a vie. Il est interdit d'avorter si le couple craint de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Ça arrive assez souvent. En effet, il est mentionné dans le Coran, chapitre 17, verset 32, « Et ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. » C'est nous qui pourvoyons à leurs besoins et aux vôtres. Assurément, les tuer est un grand péché. Voilà. Dans le judaïsme, le fœtus est considéré comme un être vivant à part entière. Par conséquent, l'avortement est perçu comme un infanticide. Dans le bouddhisme considère que la vie humaine commence dès la conception également, et que donc tuer un fœtus revient à tuer un être humain. Alors bien sûr, bien qu'il peut y avoir tout un certain nombre de vérités par rapport au processus d'incarnation et que la vie commence directement, je déplore personnellement totalement la condamnation et le jugement par l'Église de ceux qui décident d'avorter. Alors que les femmes qui avortent sont généralement dans une grande détresse et souffrance mentale, psychologique. Tout comme ceux qui ont commis d'autres crimes d'ailleurs. Et ce qu'elles ont besoin, ce n'est pas une condamnation et un jugement, c'est de l'aide et un support de la société, d'être informées et de savoir quelle est la meilleure chose à faire si elles ont eu un avortement et elles souhaitent corriger ce qu'elles ont fait. La pire chose qu'on peut faire, c'est de les juger, de les condamner, peu importe la gravité de l'acte commis, que ce soit un avortement ou un autre meurtre. Ça ajoute juste au problème au lieu de le résoudre. Il est impossible ou très difficile pour quelqu'un d'entendre un message s'il n'est pas accompagné d'amour. Alors, l'avortement, dans le serment d'Hippocrate, ça a eu aussi, et ça a toujours un autre rôle historiquement lourd dans la conception de la société de l'avortement, et encore aujourd'hui, dans certains pays, beaucoup de médecins se retranchent derrière ce serment qui dit « Je ne remettrai à aucune femme un pécère abortif ». C'est dans le serment d'Hippocrate. Bien sûr, les avis divergent, car il existe plusieurs théories antiques du fœtus, du statut de l'embryon. Mais la théorie dominante des textes du serment d'Hippocrate est celle de l'union des semences paternelles et maternelles, où le fœtus croît sous l'harmonie du chaud, la chaleur de la mer, et du froid, la respiration de la mer. Et dans ce cas-là, le fœtus est vivant dès sa conception.
Donc, pour comprendre la loi actuelle sur la législation de l'avortement, nous devons savoir que l'avortement, bien que condamné, se pratiquait clandestinement de tout temps et de manière non médicalisée, et qu'il y a un risque important pour la santé et la vie des mères en cas d'avortement non sécurisé. Quelle est la situation au niveau des avortements clandestins non sécurisés dans le monde aujourd'hui, alors que c'est un grand problème? Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé du 28 septembre 2017, et l'Institut Guttmacher, donc publié dans la revue The Lancet, 25 millions d'avortements non sécurisés, donc 45% de l'ensemble des avortements des IVG, ont été pratiqués chaque année de 2010 à 2014, ce qui a causé plus de 70 000 morts par an et 7 millions de femmes hospitalisées, dont 3 millions avec des complications. Donc tout ça, c'est la source de l'OMS. La majorité des avortements non sécurisés, soit 97%, ont été pratiqués dans les pays en développement, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alors, juste pour vous expliquer un peu les risques, et comme c'est un sujet sérieux, et c'est donc les risques aggravés pour la santé et la vie de la mère. Les méthodes très dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves, des infections, des hémorragies, la stérilité, voire la mort, par la pratique de techniques telles que s'enfoncer dans le vagin ou dans l'utérus des objets pointus comme des tringles de rideau, des aiguilles à tricoter, des baguettes et des tiges. S'introduire des plantes ou du piment dans le vagin ou l'utérus ou en avaler. S'injecter dans le vagin et l'utérus ou avaler des produits chimiques tels que des comprimés de permanganate, de l'eau de javel, du crésil, du DDT qui est un pesticide très dangereux, de la soude liquide, des détergents ou du pétrole. Avaler de grandes quantités de médicaments comme par exemple de la nivaquine, de l'aspirine ou des antibiotiques. Et enfin, se porter des coups violents dans le ventre, le bander son ventre de manière très serrée, se laisser tomber dans les escaliers, faire des exercices et ou des danses très violents. Alors, un exemple d'un pays où l'avortement clandestin se passe et est encouragé par l'attitude de la religion. Donc c'est en Birmanie, dans la Birmanie bouddhiste, beaucoup considèrent que les femmes sont perdues si elles ont des rapports sexuels avant le mariage. Cela entraîne que une femme qui enfreint la loi, qui avorte, est punie de 3 à 10 ans de prison voilà. Même si ce n'est pas appliqué d'office, la femme... Donc 3-10 ans de prison pour les médecins, et la femme encourt elle aussi une peine de prison, mais c'est la femme qui n'est généralement pas poursuivie, par contre le médecin est poursuivi. Étant donné la condamnation énorme, les femmes avortent de manière clandestine dans le pays, et donc il y a beaucoup de problèmes de conséquences sur la santé et la vie des femmes. Dans ce cadre, évidemment, dans ce cadre où la vie des femmes est souvent en danger, mais est né voilà, des législations, un cadre légal d'autorisation de l'avortement sous certaines contraintes. Et donc on peut mieux comprendre toute une série de législations qui autorisent l'avortement, qui sont apparues dans le monde, et donc le contexte légal actuel. Alors, le cadre légal actuel de l'avortement. Aujourd'hui, l'avortement est autorisé dans un cadre légal, j'entends dans de nombreux pays développés, surtout laïcs,
Et ce, à partir des années 70. En France, on a vu la loi Veil de dépénalisation de l'avortement en 1974. En Belgique, par exemple, pour attendre de 1990, c'est la loi l'allemand Michelsen pour voir la dépénalisation de l'avortement dans certains cas précis. Et ça varie selon les pays, évidemment. Et donc l'avortement est autorisé seulement s'il est exécuté légalement par un médecin, donc s'il est médicalisé. Alors le statut de l'avortement selon la législation dans le monde varie entre illégal, complètement illégal, et il y a un certain nombre de pays, je crois qu'il y a 4 pays où c'est encore le cas, illégal dans tous les cas, légal sauf sous certaines conditions, et illégal sauf dans certains cas. Et donc ça c'est un document, ça vient d'un document de recensement de l'état des légalisations dans le monde du département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies, publié en 2001. Alors, les cas où c'est autorisé et qui dépendent des pays sont sauver la vie d'une femme, préserver la santé physique, préserver la santé mentale en cas de viol ou inceste, en cas de déficience, maladie ou malformation grave du fœtus. Donc ça c'est vraiment les cas où l'avortement est parfois autorisé selon les pays. Dans 68 pays, c'est seulement si la vie de la mère est en danger. C'est le seul cas où l'avortement est autorisé. En clair, l'avortement est interdit. C'est le cas au Brésil, en Iran, en Indonésie, au Soudan. Mais pour 4 d'entre eux, l'interdiction est totale, sans aucune exception et dans aucun cas. Andorre, Malte, San Marino et le Nicaragua. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Les autres situations d'avortement, légales ou pas, sont, donc on voit dans le monde des avortements pour des raisons socio-économiques. C'est le cas dans de nombreux pays d'Asie, de Chine, Inde, Pakistan, Afghanistan, où il y a un déficit énorme de femmes. Et donc, il y a un avortement sélectif de des millions de filles chaque année pour des questions d'honneur, de patrimoine familial ou de culte religieux. Un énorme problème qui existe encore aujourd'hui. Donc, il y a, en plus de la souffrance de tous ces enfants avortés, et nous y reviendrons, qui sont attachés à la terre, beaucoup de célibataires dans ces pays, dû au déficit de femmes en Asie. Alors, une autre raison socio-économique d'augmentation des avortements, c'est le trafic de fœtus, et particulièrement en Géorgie et en Ukraine. C'est-à-dire qu'on paye des sommes aux jeunes femmes pour avoir leur fœtus, et plus le fœtus est grand, plus ça a de la valeur, et cela pour faire des traitements anti-vieillissement dans certaines cliniques de Moscou ou d'ailleurs. Alors un des autres cas qu'on a vu, et je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui, c'est l'eugénisme, donc c'est-à-dire qu'on utilise l'avortement, on fait recours à l'avortement pour la sélection génétique de l'espèce. Alors, quelle est la situation aujourd'hui en France et en Belgique au niveau légal? Alors, pour être légal en France et en Belgique, l'interruption volontaire de grossesse doit être pratiquée avant la 12e semaine depuis la conception ou 14e semaine d'aménorrhée, donc 14e semaine après les règles. Alors, en Belgique particulièrement, les conditions suivantes doivent être respectées pour une femme qui veut avorter. La femme doit présenter un état de détresse reconnu par un médecin. Cet état n'est pas non plus défini par la loi. L'interruption doit être pratiquée par un médecin. Des informations sur les alternatives possibles à l'avortement doivent être mises à disposition de la patiente. Encore faut-il voir quelles sont ces informations. Et un délai de 6 jours doit être respecté entre le premier contact et le jour de l'avortement. Voilà.
Alors, les lois sur l'avortement dans les pays d'Europe. Chaque pays de l'Union européenne possède sa propre législation aujourd'hui concernant l'avortement. En Irlande, à Malte, Chypre et en Pologne, l'IVG est illégale sauf en cas de danger de mort pour la mère ou en cas de viol ou d'anomalie du fœtus. En Italie, au Portugal et en Slovénie, l'IVG est autorisé jusqu'à 10 semaines. En Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, l'IVG est autorisé jusqu'à 12 semaines. En Autriche et en Finlande, l'IVG est autorisé jusqu'à 14 semaines. En Suède, l'IVG est autorisé jusqu'à 18 semaines. Aux Pays-Bas, l'IVG est autorisé jusqu'à 22 semaines. En Angleterre, l'IVG est autorisé jusqu'à 24 semaines. Alors, quelle est la procédure pratique légale en France si une femme désire avorter? Alors, ça vient d'une étude qui s'appelle L'éternel tabou de l'IVG, culture et croyances du 2 janvier 2013. Voilà. Alors, le déroulement de l'IVG est scrupuleusement légalisé étape par étape. En effet, 2 consultations médicales sont nécessaires avant de pratiquer l'IVG, avec un délai de réflexion entre les 2 consultations fixé à 1 semaine. Cependant, les femmes étant près de la date limite, dans ces cas-là, le délai peut être réduit à 48 heures. Donc, si elle se trouve près des 12 semaines maximum. Alors, lors de la première consultation, sont présentées à la patiente les différentes alternatives à l'IVG et notamment toutes les aides qui pourront lui être accordées. Je ne sais pas si on lui présente la possibilité de donner son enfant à l'adoption par contre. Et si vous le savez, si vous pouvez mettre en commentaire dans votre expérience en dessous de la vidéo, ce serait bien. Donc, les différentes aides qui lui seraient accordées si elle garde le bébé. Donc, on lui explique tout ça. Il est également indispensable de prévoir un moyen de contraception à utiliser après l'IVG. Donc, on veut l'aider à ce que ça ne se reproduise pas, bien qu'on a vu que c'est pas une condition de réussite dans de nombreux cas. Pour les mineurs, un entretien psychologique et l'autorisation d'un adulte sont nécessaires. Il existe ensuite 2 techniques pour pratiquer l'IVG, la technique médicamenteuse ou l'intervention chirurgicale. Alors, qu'est-ce que la technique médicamenteuse? Elle est privilégiée jusqu'à la 7e semaine d'aménorrhée. Donc, cette technique est autorisée depuis les années 90. Elle consiste en la prise de 3 comprimés de RU486 en présence du médecin. Ce médicament est antiprogestatif. Il bloque la progestérone, hormone indispensable à la poursuite de la grossesse. Puis, 48 heures plus tard, la patiente doit prendre de la prostaglandine qui augmente les contractions de l'utérus et en favorise ainsi l'expulsion. Donc dans ce cas, je peux vous dire qu'il y a une douleur physique ressentie par le fœtus. Au-delà de 7 semaines de grossesse, on privilégie l'intervention chirurgicale. Alors, le chirurgien pratique une dilatation cervicale, puis il aspire le contenu de l'utérus à l'aide d'une canule d'aspiration. Il complète son intervention par la réalisation d'un curetage doux. Dans tous les cas, une consultation post-IVG est nécessaire pour vérifier la vacuité utérine et l'absence de complications. Évidemment, comme toute intervention chirurgicale, elle n'est pas dénuée de risques. Alors dans ce cas-là, c'est un petit peu comme une torture physique que le nouveau bébé, que l'embryon ressent quand l'avortement est exécuté. Alors il y a des risques, bien entendu. Et il y a des risques d'infection, des risques hémorragiques, et évidemment les risques liés à l'anesthésie, le fait de ne pas se réveiller dans certains cas. De plus, l'IVG augmente le risque de grossesse extra-utérine pouvant être
très dangereux pour les femmes. Il faut être informé pour prendre la décision.